BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Merci d'être avec nous ce lundi de Pentecôte. Pourquoi je rappelle la Pentecôte ? Parce une fois n'est pas coutume, nous allons parler du pape dans un instant. Le pape Léon XIV qui a plaidé pour une encyclique autour de l'IA. C'est assez rare de voir le pape directement impliqué dans cet univers. Eh bien, on verra tout cela ensemble. On enchaînera avec la révolution des chiffres d'Eurostat qui sont sortis. La révolution IA qui patine un peu en Europe, et puis nous enchaînerons avec le quantique. Oui, Nvidia, alors il y a quelques années, Jensen Huang n'était pas très intéressé par le quantique, il a fini par s'y intéresser, il a investi aux États-Unis, mais il a aussi investi en France, notamment chez Alice et Bob. On va parler de tout ça avec nos débriefeurs. Allez, Tech & Co, la quotidienne, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 21h sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, il y a un débrief de la tech avec beaucoup de voyageurs là parmi nous. Et oui, alors pas pour des week-ends, mais parce que pour l'un, il vit aux États-Unis, pour l'autre, il avait fait partie du voyage avec Emmanuel Macron en Corée du Sud. C'était Corée du Sud et Japon ou Corée du Sud et Japon. Il y est retourné pour justement concrétiser tous les contacts. Merci à tous d'être là. Augustin, c'est hier, bonsoir. Bonsoir Augustin. Fred. Merci d'être avec nous, donc cofondateur d'OVNI, donc fonds d'investissement. Et je disais, c'est quoi l'ambiance San Francisco en ce moment ? Ça pétille, elle est excellente. C'est dingue. Ah ouais, tous les gens sont heureux, ça construit. Bon. C'est sympa d'être dans un écosystème aussi optimiste. Oui, parce qu'à un moment, on a senti que le moral redescendait un petit peu, puis l'IA, ça a redonné un élan à tout le monde, et puis c'est reparti. Moi, je suis un récent immigré et à San Francisco. Juste de tout ce qu'on entend autour de Trump, c'est quoi l'ambiance dans la tech par rapport à Trump ? Ils lui sont plutôt favorables. Hein. Ouais. Ils ne le disent pas trop, mais ils lui sont plutôt favorables. Autre voyageur, Thomas Serval. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci d'être avec nous, CEO de Barracoda, donc spécialisé dans l'Internet des objets, mais qui, ça fait des années chez Google, chez Microsoft. Et toi, tu reviens de, c'est Japon et surtout Corée. Chine et Corée. Chine et Corée, avec, là aussi, ça pétille, ça a un élan incroyable. En fait, ça a de l'espoir sur le futur. En fait. Oui. Et puis, d'ailleurs, lorsqu'on reparlait de ce voyage de Donald Trump qui était il y a une dizaine de jours, on se disait qu'aujourd'hui, je crois que c'est le seul à ne pas avoir compris que c'était la puissance technologique, elle avait basculé vraiment côté chinois et un peu moins côté... elle est toujours présente bien sûr au côté américain, mais que les Chinois ont vraiment rattrapé tout cela. Et puis avec nous, merci d'être avec nous, Michel Lévy-Provençal. Bonsoir Michel. Bonsoir Frédéric. Fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness. Et là aussi, on parlait tout à l'heure d'efficacité grâce à l'IA. Aujourd'hui, toi, tu juges que... productivité. Écoute, la productivité, on pourrait en parler pendant des heures, a littéralement explosé avec l'IA, avec d'autres enjeux aujourd'hui, qui est qu'on est littéralement envahi de contenu, le rythme devient infernal. Donc, moi, je pense que l'IA va commencer à nous aider aussi à filtrer tout ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'ère où la génération de contenu est peut-être derrière nous et que les agents, notamment, bien orchestrés, bien conçus, vont nous aider aussi à gérer le flot massif de contenu qu'on finit par voir générer partout. Mais on pourra en reparler parce que je crois que c'est un des sujets qu'on pourra... Oui, on va parler de ces sujets-là. On a beaucoup de choses. On va parler évidemment de cette encyclique du pape. On ne parle pas souvent du pape, mais on va vous en parler ce soir. On reviendra sur plusieurs choses donc, autour du Vatican. On va enchaîner sur la Maison-Blanche, parce que ça, on pourra faire ce parallèle. La Maison-Blanche, elle qui retire son décret de sécurité de l'IA sous la pression de Musk et Zuckerberg. Mais tout de suite, parlons de l'Église qui place l'IA au cœur de ses préoccupations dans sa première encyclique Magnificat Humanitas qui a été présentée ce lundi. Alors on reviendra sur une encyclique pour vous raconter un petit peu pourquoi c'est important. Le pape Léon XIV a mis en garde contre les dangers que représente cette technologie et il n'était pas le seul présent dans cette encyclique, à la présentation de cette encyclique. Il y avait le cofondateur d'Anthropic. Il a appelé à contrôler cette IA sans tarder. Artificial intelligence needs to be disarmed. Léon XIV l'admet volontiers, le mot est fort, mais il a été délibérément choisi pour attirer l'attention et faire le parallèle avec le désarmement nucléaire auquel l'Église a toujours appelé. Il faut libérer l'IA des logiques qui en font un instrument de domination, d'exclusion ou de mort. Comme l'énergie nucléaire, elle doit être au service de tous et du bien commun. Mais désarmer ne suffit pas, concède le souverain pontife, il est aussi temps de construire.
L'intelligence artificielle peut être un chantier de l'histoire, où le progrès technique apprend à servir la vie humaine. Léon XIV qui a accepté l'invitation de Christopher Olah, le cofondateur d'Autropic, présent lors de cet événement, à chercher ensemble les voies qui permettraient à l'humanité de progresser avec l'IA. Le chef d'entreprise qui a confessé toutes les difficultés qu'il y a à ne pas se faire happer par les forces du mal. Chaque laboratoire d'intelligence artificielle de pointe opère dans un ensemble d'incitations et de contraintes qui peuvent parfois entrer en conflit avec le fait de faire ce qui est juste. Nous serons toujours influencés par ces forces. Le cofondateur d'Anthropic qui a appelé l'ensemble des acteurs du monde économique, politique et du culte à prendre le sujet au sérieux. Voilà, et pour cette encyclique du pape et ce papier, vous avez bien entendu reconnu la voix d'Erwan Morris qui a préparé tout cela. Juste un petit mot de rappel, parce que, comme beaucoup, peut-être, une encyclique, alors c'est une lettre officielle du pape qui est adressée aux évêques de l'Église catholique. Alors ça va souvent jusqu'aux fidèles, hein. C'est un texte important, utilisé pour exprimer un peu la position du Vatican. Alors, je prends quelques exemples, hein. Le pape François, c'était sur l'écologie et le climat. Le pape Jean-Paul II, c'était sur les questions sociales et éthiques. Le pape Léon XIII, c'était sur la condition ouvrière au XIXe siècle. Donc vous voyez, il y a beaucoup, c'est vraiment un moment important de prise de position de l'Église. Et donc là, Léon XIV, c'est une encyclique sur l'IA, ce qui signifie un peu que le Vatican considère l'IA comme un sujet civilisationnel majeur au même niveau que l'écologie, la paix ou la justice sociale. Effectivement, c'est un moment important quand même. Oui, c'est un moment important, mais on savait que Léon XIV était un bon connaisseur de l'intelligence artificielle. C'est assez rare finalement parmi les grands dirigeants, ou en tout cas les grandes figures politiques, d'avoir ce niveau d'expertise. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, le Vatican ne peut pas agir en tant qu'acteur géopolitique, géostratégique pour réguler l'IA. Oui. Éventuellement, ils peuvent tenter d'influer sur le narratif autour de l'IA et instaurer, je dirais, un univers sémantique, une position que d'autres vont pouvoir suivre. Ça, c'est le premier point, à mon avis, intéressant. Le deuxième point, c'est que, vous avez remarqué, c'est le cofondateur d'Anthropic qui était présent. On va le voir tout à l'heure, par rapport aux positions des différents acteurs de l'IA dans la vallée. Ceux qui sont en tête, autrement dit OpenAI et Anthropic, ont plutôt tendance à être dans le camp de ceux qui veulent réguler. En revanche, ceux qui sont derrière, je pense notamment à xAI par exemple, eux ont plutôt tendance à vouloir libérer. Pourquoi ? En fait, c'est tout simplement une question de barrière à l'entrée. Plus il y a de la régulation, plus tu gardes ta position de leader. Moins il y a de régulation, plus tu es en position de pouvoir devenir un challenger, voire de reprendre la première place. Donc, si on est un tout petit peu cynique, la position ici, la présence d'Anthropic lors de la présentation de cette encyclique est peut-être due au fait qu'ils sont clairement dans la position des régulateurs. Si je peux rebondir là-dessus. Vas-y, Augustin. Oui. Moi, je trouve qu'au contraire, je pense que c'est pas un signe, c'est ma lecture, parce que quand j'écoute l'Église dit, c'est un peu comme la révolution industrielle, l'IA. Il dit, c'est pas un sujet que technologique, c'est un sujet anthropologique, politique, spirituel. Et il dit, il faut pas mettre des garde-fous étatiques. Il vous dit, il faut protéger la dignité humaine. Et pour moi, en fait, le vrai message, c'est la morale et la concurrence qui vont créer ce framework. C'est pas une décision de Bruxelles ou Washington qui va influencer sur la... Non, je pensais pas à une décision de Bruxelles ou Washington. Je pensais plutôt à cette position qui consiste à dire attention, mettons des garde-fous. Alors, les garde-fous peuvent être éthiques ou moraux. Si, parce que d'une certaine manière, quand il dit il faut que l'IA serve le bien commun. Oui, serve le bien commun. Ça, c'est la morale, c'est la concurrence. Exactement, c'est une question éthique et morale. Ce qui est intéressant et qui va plutôt dans le sens d'ailleurs d'acteurs de l'IA, c'est qu'on a l'impression que dans les mots de Léon XIV, il y a une promotion aussi de l'open source ou de l'open weight. Pour ceux qui connaissent un peu l'IA, il y a l'idée de mettre les algorithmes en open source, de mettre les poids, les données qui permettent d'entraîner ces IA largement à disposition du public, ce qui peut rejoindre d'ailleurs cette idée de concurrence, cette idée de course et qui met tout le monde au même niveau. Je dis juste, et je te passe la parole Thomas, ce qu'il dit dans son message, l'IA doit rester au service de la personne humaine et du bien commun, le contrôle technologique ne peut pas être laissé à quelques acteurs
ou à une logique purement marchande. Bon, ça, on en parle ici chaque soir. L'automatisation ne doit pas déshumaniser le travail, l'éducation, la santé, les relations sociales. Les usages militaires ou de surveillance sont explicitement visés. Et le pape critique aussi les visions transhumanistes qui voudraient dépasser ou augmenter l'humain grâce à la machine. C'est quand même tous les sujets dont on parle ici régulièrement. Thomas. Plusieurs choses. J'ai eu la chance de participer à pas mal de discussions des conseillers du pape autour de l'IA à Davos notamment, mais ça fait 2 ans que ça circule. Quasiment au même moment que sa nomination, l'Église s'intéresse déjà beaucoup à l'IA et était très consciente des enjeux et a beaucoup discuté, a fait beaucoup de groupes de travail au niveau, parce que c'est quand même un réseau, le Vatican, incroyable au niveau. Il faut rappeler que l'Église, elle est là, avec les évêques, porter la parole de la religion catholique, mais ils ont un poids, ils estiment qu'ils doivent avoir aussi un poids spirituel, un poids sur le. Et donc le rôle de ces encycliques, c'était toujours de montrer, dans celle-là, il la raccroche à son prédécesseur il y a 135 ans, Léon XIII, sur la modernisation la condition humaine. Exactement. Mais surtout sur la modernité de l'Église. En fait, un des problèmes qu'a l'Église dans un monde qui est en train de se déréguler ou de se re-réguler sous l'égide des empires, c'est de trouver un peu sa place dans cette modernité pour pas être has-been ou quelque chose qui ne répond pas aux besoins du temps. Exactement. Et donc, quelque part, le fait que le pape, qui est jeune, qui est anglophone, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, s'exprime sur un sujet de la modernité qui occupe également les plateaux télé, la politique, etc., c'est un élément important pour dire on est dans le coup. Et ça, c'est important parce que effectivement, on pourrait considérer que c'est la première des religions qui s'exprime sur ce domaine, sur ce sujet de cette manière-là. Il va y avoir probablement de nouvelles manières de voir les choses. Je suis par exemple, une des questions, c'est quelle est la vision politique de l'IA vue des Chinois. Les Chinois n'ont pas de pape, mais ils ont quand même une vision de la société, du monde qui pourrait s'assimiler. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est l'IA au service de l'industrie. Pour les Chinois, non, pas du tout. Alors, d'une manière assez étonnante. C'est au service du bien commun aussi. Voilà, exactement. Il y a, en fait, dans ce que j'ai lu, alors j'ai lu le résumé, mais ça ressemble beaucoup à la manière dont les Chinois me parlent de l'IA. Le bien commun, l'égalité entre les gens, le fait qu'ils fassent de l'open source. Exactement. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit émerger des leaders moraux. Les Chinois le font pour les Chinois, mais il y avait quand même beaucoup de similarités. Et puis l'autre chose qui m'a toujours frappé, c'est pour avoir travaillé, comme tu le disais, chez un Google ou un Microsoft il y a 10-15 ans, c'était quand même des choses qui étaient assez ouvertes, des sociétés qui étaient assez ouvertes. Maintenant, c'est des bunkers industriels qui font vraiment partie du complexe militaro-industriel. Et donc, effectivement, le risque de la transformation économique qu'offre l'IA, parce qu'elle rebat l'écart de la productivité en permettant à une personne d'avoir une entreprise d'1 milliard, c'est un peu l'objectif économique, c'est effectivement qu'il y a encore plus d'accumulation du capital au profit d'un petit nombre. Et donc là, on a quand même le grand enjeu, avec la méga IPO qui arrive, l'IA va-t-il être un élément de progrès et d'émancipation, ou au contraire un élément d'asservissement, et le jury's still out, comme disent les Américains, parce que on voit qu'on est plutôt aujourd'hui sur l'accumulation de capital au profit de quelques-uns et que les redistributions vers les personnels les plus pauvres, elle a du temps à arriver. C'est traduit un peu vite quand on dit, il a dit il faut désarmer l'IA. En fait, il utilise un mot, l'armement, qui réfère, d'ailleurs on l'a vu au tout début dans le sujet, qui se réfère au nucléaire. Je pense qu'il faut faire une grande différence entre aujourd'hui ce qu'est l'IA, la manière dont on utilise l'IA, le potentiel de l'IA et ce qu'on a vécu avec le nucléaire. Aujourd'hui, l'IA est disséminée massivement. Le nucléaire n'était pas disséminé massivement. Donc on ne peut pas contrôler l'IA comme on contrôle aujourd'hui le nucléaire. Et d'une certaine manière, c'est là peut-être qu'il y a une contradiction par rapport au fait de promouvoir l'open source. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'IA open source, en réalité, on donne à tout un chacun la possibilité potentiellement d'avoir accès au même type de technologie, etc. Et ce qui est assez étonnant, en effet, de la part d'un pape américain, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est de voir à quel point il prend finalement le contre-pied de la position américaine. Parce que, et on va le voir juste après, les Américains sont en train massivement de déréguler, même s'il y a eu une tentative de régulation à un moment donné, il est en train d'expliquer en sous-texte que la position américaine n'est probablement pas la position à suivre. Et ça va poser question, parce qu'aujourd'hui, au pouvoir, on a quand même des conservateurs
Quelle va être la réponse des conservateurs qui sont évidemment religieux aussi, vis-à-vis de la position du pape? Ce qui est intéressant aussi et qui te touche directement, c'est il a énormément promu dans son texte l'importance des journalistes, du fact-checking, de la vérité. Il faut quand même rappeler, et je répète à chaque fois qu'on parle d'IA, en tout cas l'IA générative, qu'une IA générative ne connaît ni le vrai ni le faux, ni le bien ni le mal. C'est de l'algorithmisme. Voilà, mais ni le bien. Et en fait, quand on veut le résumer pour expliquer rapidement à quelqu'un les limites des outils IA, aussi puissants soient-ils, c'est les deux choses que l'IA ne comprend pas et ne connaît pas, ni le bien ni le mal, ni le vrai ni le faux. Est-ce que pour ça, Augustin, toi avec ton regard français, mais évidemment depuis quelques années un peu américain, ça veut dire que l'Europe doit un peu jouer cette carte. Alors là, ça vient du Vatican qui est installé historiquement au cœur de l'Europe, mais que l'Europe doit devenir une puissance mondiale de l'IA éthique. Est-ce qu'on devrait rebondir dessus Moi, je pense qu'il n'y a aucune opportunité commerciale de faire de l'IA éthique. Et je pense j'entends le message du pape, en fait. Et je pense que c'est pas parce qu'il est américain qu'il doit être comme le... Non, je dis pas doit sa loyauté à... C'est étonnant comme position. Bon, il a son indépendance complète, moi, donc ça me... Et ensuite, il a eu ses petites bisbilles avec Trump, donc Et ensuite, il y a aussi deux types de pouvoirs conservateurs. Il y a le pouvoir conservateur catholique, il y a le pouvoir conservateur protestant. Mais ça, je pense que... Écoute, moi, tout ce qui est régulation, on n'a encore rien créé en Europe, donc j'ai envie de te dire non. En fait, je vois pas quel est l'intérêt de rebondir là-dessus pour aller derrière créer des champions. On va essayer de créer des champions de quoi, en fait? En tout cas, on va suivre évidemment comment tout ça va irriguer un peu vers les... D'ailleurs, il y a la journée Mistral jeudi. On va voir si quelqu'un rebondit sur ce sujet-là. Mais je voulais mettre ça aussi, je trouvais ça intéressant de mettre ça ce soir en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, la Maison-Blanche qui a retiré son décret de sécurité IA après un lobbying de Musk et Zuckerberg. En fait, il y avait un décret qui demandait alors c'était après avoir supprimé dès 2025 le décret de l'administration de Biden sur la sécurité de l'IA. Donald Trump préparait un nouveau texte, alors beaucoup plus léger, pas de contraintes fortes, pas d'interdiction, seulement des engagements volontaires des acteurs de l'IA, quelques contrôles de sécurité. Et puis même cette version minimaliste, elle a été un peu retoquée par Zuckerberg, par Elon Musk, qui ont dit à... et Sachs, le conseiller de Trump. Qui ont dit à Trump, non, ça va trop loin, il faut pas. Et là, on voit cette opposition. En fait, le problème de cette régulation, c'est que pour faire un audit, il faut avoir accès à beaucoup d'informations. Et en l'occurrence, c'est très compliqué de faire ces audits-là. Les IA restent tout de même encore des boîtes noires. Quand bien même on arrivera à faire des audits en essayant de leur faire générer du contenu, faire générer des choses, on n'arrive jamais à véritablement circonscrire tout ce qu'elles sont capables de faire. Donc même techniquement, sans rentrer dans le détail, c'est très compliqué de répondre à cet enjeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on est dans une course géopolitique entre les Américains et la Chine. Je veux dire, plus on met des barrières aux innovateurs américains, plus on se met dans une situation, enfin les Américains se mettent dans une situation où la Chine peut les dépasser. Et ils sont dans une situation, les Chinois, surtout, ils sont en train de dépasser les Américains. Michel, ils peuvent regarder l'Europe, on s'est tiré dans le pied et on est mort. L'Europe, donc ils se sont dit, est-ce qu'on veut faire comme l'Europe ou est-ce qu'on veut continuer d'être leader? Bien sûr, mais l'Europe est vraiment à côté. Ça, c'est le deuxième point. La Chine, aujourd'hui, est en train de dépasser les Américains. Ce n'est pas le moment de réguler pour les Américains les avancées technologiques. Et puis le dernier point, c'est que ceux qui freinent, ceux qui veulent qu'il y ait une régulation, c'est qui? Les Chinois. Non, les Chinois, certes, mais c'est surtout OpenAI et Anthropic, encore une fois, pour créer un moat, pour créer une barrière à l'entrée. Ceux qui poussent Trump, et qui ont d'ailleurs l'oreille de Trump, en particulier Musk, c'est Musk et c'est Zuckerberg. Pourquoi? Parce qu'ils sont en retard. Donc, Trump a très bien compris, à mon avis, que l'enjeu face à la Chine, il est clé. Musk, à l'oreille de Trump, il a lâché la bride et puis ils y vont. Et c'est vraiment à 180 degrés de ce qu'on vient de dire sur le pape. Sur ces sujets-là, il y a plusieurs sujets. Je pense que le premier, c'est que ça va tellement vite que toute réglementation qui se met en place aujourd'hui est déjà obsolète au regard de la forme. Enfin, les agents n'existaient pas il y a 6 mois. Il y a 2 ans, il y avait des LLM qui racontaient n'importe quoi. Maintenant, ils ont des chain of thought, des RAG, ils sont très pertinents pour la plupart des tâches. Donc,
toute régulation, vu le temps qu'il faut pour produire le texte, même si elle est faite par une IA, est déjà en retard sur la réalité. La deuxième chose qui est intéressante, qui est un peu l'effet de réseau qu'on voit quand une technologie se dissémine. On n'a jamais disséminé des technologies aussi vite que maintenant. Et donc, en fait, une des choses très intéressantes quand vous utilisez Claude Code aujourd'hui, ou Claude, c'est qu'après chaque session, il vous dit, est-ce que j'étais bon ? Est-ce que je peux partager avec Claude ce que tu as fait avec moi ? Et donc, aujourd'hui, il y a, chez les leaders, la capacité à utiliser non seulement l'intelligence artificielle, mais un réseau installé de l'ensemble de l'intelligence humaine qui donne énormément d'informations à ces dominants et va leur permettre d'améliorer leurs outils. Et en face, c'est déjà ce que font les Chinois sans besoin de régulation. Donc, je suis d'accord avec toi. La motivation principale, et quand moi qui reviens de Chine, je le vois, à part sur 2-3 petits sujets, les Chinois sont à parité avec les Américains ou meilleurs. Ils sont meilleurs en edge, ils sont un petit peu moins bons en core system à cause de leur retard sur les puces Nvidia. Ils vont les rattraper cette année. Donc, quelque part, Trump a besoin de sa dynamique entrepreneuriale des 4 méga patrons qui se détestent et se challenge pour que ça donne quelque chose d'encore meilleur. C'était la technique qu'avaient employé les Chinois quand ils m'expliquaient comment ils avaient fait les voitures électriques. Ils ont dit, il faut chasser en meute. Et donc, dès qu'on met de la régulation, on crée de la friction, la meute, elle se réduit. Et donc, quelque part, les Américains n'ont plus les moyens de réguler. Et puis les Chinois, ils régulent en marchant, quoi. Ils disent, tiens, alors, les Chinois ne régulent pas, ils planifient. Oui, ce qui est très, très différent. C'est-à-dire, quelque part, ils définissent les objectifs macro qu'ils doivent atteindre. Là, ils ont le plan 2026-2030. Donc, ils ont des plans à 4 ans. Enfin, ils appellent ça quinquennaux, mais ils le font en 4 ans, parce qu'ils sont avant. Et donc là, ils ont dit, nous, on doit être, pour les plans 2030, ils doivent être à l'origine de la plupart des normes européennes, ils doivent être leaders dans les technologies clés, ils doivent être autonomes stratégiquement sur l'ensemble des composants. Donc les Chinois, ils y vont. Et tout ce qui leur permet d'atteindre leur objectif n'est pas une limite. Voilà. Donc, ce n'est pas une régulation ex ante, c'est une réaction ex post. Est-ce que ça me permet d'atteindre l'objectif ou pas ? Augustin ? Moi, la seule crainte que peuvent avoir certains régulateurs aux États-Unis, en Chine, en Europe, c'est à quel moment cette IA n'est plus contrôlable. Et en fait, on y est encore loin de ce moment-là. Moi, je pense que, vous saviez, le papier, la IA 2026 ou IA 2027, qui avait été écrit par un des cofondateurs de ChatGPT, et qui disait qu'en fait, en 2027, l'IA allait prendre le contrôle de l'humanité. Et donc, c'était à partir de ce moment-là que les gouvernements devaient se mêler de la qualité de ces modèles. Là, on est en 2026, franchement, vous les voyez, vos LLM et vos agents, on n'y est pas encore. Ils sont pas prêts de prendre le contrôle. Donc c'est pour ça que cette régulation n'avait pas lieu d'être. Il faut que les États-Unis restent le phare sur Terre de l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est un pays occidental allié à l'Europe. Je pense que tu as dit, c'est super intéressant sur à quel moment l'IA n'est plus contrôlable. Moi, ma perception aujourd'hui, c'est que on a voulu rendre l'IA totalement contrôlable et donc on crée encore des moteurs conversationnels serviles. C'est-à-dire que le plus gros biais qu'il y a aujourd'hui quand on code avec de l'IA, parce que ça fait 2 semaines que je suis dans mon code, c'est que replonger dans le code. Oui, mais plus que replonger, c'est à quel point l'IA est toujours d'accord avec toi et renforce tes convictions pour qu'il clique plus. Ça crée un immense biais, un peu comme un très gros biais cognitif. Mais quand on réfléchit bien, si l'IA vous dit pas oui, commence à vous dire non, à partir de quand non devient une IA qui rentre en opposition ou s'autonomise ? Et donc, on a une question sémantique que doivent se poser aujourd'hui les gens qui sont vraiment dans les moteurs qu'ils appellent frontières, notamment OpenAI et Anthropic, pour libérer certains modèles. Parce que, en fait, si on veut que l'IA devienne meilleure, il faut qu'elle devienne critique. Et à partir du moment où elle devient critique, est-ce que ça devient soutenable ou défendable ? C'est une question, par contre, qui va, à mon avis, arriver dès 2027, qu'on voit déjà affleurer. Et là, on se posera des questions. Et je ne sais pas si c'est la régulation le vrai sujet. Ouais, c'est un bon point. C'est peut-être à ce moment-là, ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment réagir ? C'est pas mal. Et puis tout ça, bien entendu, il y a aussi, je pense qu'il faut le rappeler, la personnalité de Trump aussi, qui peut être imprévisible et qui tout d'un coup, s'il a un autre son de cloche, peut dire finalement on va réguler ça et ça. Enfin voilà. Enfin, ce qui était intéressant, c'est de mettre en parallèle ces deux, c'est la position du Vatican et celle des États-Unis. Augustin, c'est toi qui nous a ramené ça des États-Unis. C'est Sam Altman qui a fait une offre à toutes les startups de Y Combinator. Il leur propose un accès privilégié donc à ces outils, à l'ensemble de la
toute la promo de Y Combinator, qui est l'un des plus gros accélérateurs, si c'était le plus gros, le plus connu. Le plus beau. D'ailleurs, Sam Altman l'a piloté, enfin l'a dirigé pendant un moment. Alors, c'est un coup de com' ou il y a un vrai coup de distribution derrière tout ça? Bon, je pense que utiliser mes outils et moi en contrepartie, je prends quelques petites. Il prend des pourcentages. Je vous file 2 millions de dollars de tokens. Et pour ceux qui veulent me passer 1% de la société, je pense que c'est un super coup de com'. C'est aussi un bon coup de distribution. En fait, ces boîtes vont commencer à utiliser des tokens OpenAI. Ensuite, c'est vrai qu'un la boîte de Darius, je bug. Anthropic allait mettre, je crois qu'il y a quoi? Il y a 125 boîtes par classe YC, il y a 2-3 classes par an. Allait mettre ce montant-là, proposer la même chose à toutes ces entreprises. À toutes ces entreprises, il n'y aura pas vraiment d'enjeu. Donc je pense, c'est un peu comme aujourd'hui quand on utilise des serveurs Microsoft ou Google. C'est un peu ça, c'est un peu ce qu'avait fait Microsoft avec Windows, Amazon avec AWS, voire Stripe aussi avec les paiements. Là, ils se disent utiliser mon système et puis. C'est les premiers, mais c'est un bon coup. Non, mais c'est pas les premiers. Moi, quand j'étais chez Google, on donnait des crédits, quand on voulait lancer cloud, on donnait des crédits gratuits. Donc non, mais les premiers sur tout ce qui est IA génération, quoi. Je crois même pas, parce qu'en fait Azure. Donc en fait, si on revient, l'origine de OpenAI, c'était quand même les crédits gratuits de 10 milliards que donnait Microsoft contre 30% d'OpenAI. Donc c'est presque l'origine d'OpenAI, c'est les crédits gratuits Azure filés par Microsoft. Donc quelque part, il est presque fidèle avec le modèle. Toutes les manières, ce que veulent faire toutes ces boîtes de tech, c'est créer de l'addiction. Les modèles aujourd'hui sont transformer des modèles... le token en capital IA. Voilà. Non, mais c'est surtout que on te donne ton premier shot gratuit pour que tu deviennes addict, d'accord ? Et il faut voir qu'aujourd'hui les modèles, notamment celui d'Anthropic et d'OpenAI, ils sont construits pour être de plus en plus addicts, pour que vous en consommiez de plus en plus et de plus en plus dépendants, comme de la drogue. Donc effectivement, on a intérêt à en donner aux primo-consommateurs. Et donc, quelque part, on voit aussi, et ça c'est l'intérêt des PaaS, enfin des plateformes as a service, ce qu'essaie d'être OpenAI, Claude, etc., c'est que plus vous prenez un système qui utilise des fonctions sophistiqué dans votre dispositif pour aller le plus vite possible au marché, plus vous augmentez votre dépendance vis-à-vis de ces acteurs, vous baissez votre niveau de souveraineté ou la qualité de votre modèle économique. Donc il y a toujours un arbitrage pour l'entrepreneur entre, si je prends le truc sur OpenAI, je vais plus vite, donc ça c'est bien parce que ça m'amène de valider mon business model, sauf si mon business model c'est justement de résoudre ce problème qu'OpenAI a résolu à ma place. Michel ? C'est probablement une tentative pour Sam Altman de pousser aussi Codex face à Claude Code. Tout que GitHub, j'ai lu des choses sur GitHub où on dit que GitHub en ce moment. Mais que l'autre GitHub est un petit peu dans des flows. GitHub a changé de business model et en fait maintenant il facture au token alors que GitHub. Oui, et puis on dit que ça marche moyen en ce moment, donc tout le monde essaie de reprendre un peu cette partie autour du développement. Mais là, je pense que c'est vraiment le retard de Codex face à Claude Code qui est une tentative là, de rattrapage par Sam Altman, sachant que Codex aujourd'hui est quasiment au niveau de Claude Code, ce qui n'était pas le cas il y a 2 mois. Aujourd'hui, la toute dernière version 5.5 de GPT, elle est vraiment très, très mature. Donc oui, d'autant que les développeurs sont ils sont fidèles à un certain nombre d'outils. Dès lors qu'on commence à utiliser une solution, on a tendance à vouloir rester dans cette solution. Il n'y a pas une dette technique, mais tout de même, parce qu'il y a quand même il y a quand même des outils, il y a quand même des outils de configuration qui te permettent d'être pertinent avec tel ou tel acteur. Et donc, je pense qu'il est en train de pousser Codex. Ouais. Allez, tu voulais dire... Non, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on commence à coder avec un outil comme celui-là, on donne de plus en plus d'informations. Et plus on donne d'informations, plus on a de confort à utiliser son système. Et donc, plus on l'habitue à nous-mêmes. Et plus donc, on augmente le switching cost. Et donc, aller réexpliquer tout ce qu'on fait avec Claude à OpenAI, ça prend du temps. Et puis, c'est un risque. Et on n'a pas envie de prendre le risque. Et donc, c'est comme ça que se créent les grandes familles de fidélité. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après. On va parler justement des entreprises européennes qui n'adoptent pas aussi vite l'IA, surtout les PME. On reviendra aussi sur DeepSeek, qui coupe les coûts, qui coupe les prix de 75%. Ça, c'est un moment important aussi. On en reparle avec nos débriefeurs. C'est tout de suite. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 21h sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on est reparti, débrief de la tech. Si vous avez manqué la première partie, on a parlé du pape justement et de cette encyclique Magnificat Humanitas où le Vatican a pris position par rapport à l'IA. Et puis on a vu ce lien aussi, enfin cette opposition avec ce qui se passe aux États-Unis où là le décret sur la sécurité de l'IA, allez, il a été balayé par Donald Trump sous la pression de Mark Zuckerberg et de Elon Musk. On poursuit avec Thomas Serval, CEO de Barracuda, Augustin Sierre, cofondateur de VNI et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris, l'agence Brightness. Michel, c'est une étude Eurostat qui dit que les entreprises européennes, alors plutôt les PME, les ETI, n'adoptent pas l'IA. Il y en a même qui trouvent que, enfin, c'est un tout petit pourcentage, mais c'est pas utile. En fait, la France, c'est à l'échelle européenne. Hein. Ouais. Parce que la France est plutôt en avance. Quand on regarde les chiffres, on n'a pas les chiffres exacts sur les entreprises. Je les ai cherchés pour l'émission. On a les chiffres, en revanche, sur les Français qui utilisent l'IA. Il faut savoir qu'on est près de 50% de Français qui avons adopté l'IA. Ça, c'est les chiffres du Crédoc. Ce qui est quand même massif. Quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises... Alors, sur les assistants conversationnels, hein, attention, c'est un peu des développeurs, mais déjà... Je parle de chatbot, voilà, mais on sait que ça marche, on sait que ça existe. Mais c'est quand même impressionnant, en l'espace de quelques années, d'avoir 50% de la population française qui bascule sur une technologie. C'est ce qu'on disait, c'est la technologie qui a été la plus rapidement disséminée. Quand on regarde les chiffres, c'est une étude de Microsoft qui date de février 2026. En revanche, dans les entreprises, 61% des collaborateurs français utilisent des outils d'IA en dehors du cadre officiel de l'entreprise. Ça veut dire que 61% des acteurs dans les entreprises font du shadow IA. Autrement dit, l'IA pénètre dans la population et dans les entreprises par les utilisateurs eux-mêmes individuellement, pas par les entreprises qui proposent des solutions, proposent des cadres. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les principaux freins qui sont détectés, ce sont des freins de régulation et des freins qui sont liés à de l'incertitude juridique et des risques liés aux données. Autrement dit, je finirai là-dessus, c'est encore une fois l'AI Act, la RGPD, qui nous met dedans, aujourd'hui dans l'économie française, face à l'IA. Thomas, déjà, depuis 15 ans, les techs arrivent par les consommateurs. En fait, c'est à partir de 2005. Bring your own device, voilà, on a son téléphone, mais c'est une tendance qui est arrivée avec le mobile. On se rappelle, c'est vraiment le mobile qui a montré ce truc-là. Donc, c'est pas anormal que la tech arrive par les utilisateurs parce que finalement, c'est quand même moins coûteux que les utilisateurs se forment eux-mêmes à utiliser les outils que de faire une formation spéciale et obligatoire. Donc, moi, j'y vois pas quelque chose de négatif. Nous, on essaye d'amener des outils IA dans les entreprises et on est confronté à plusieurs freins. Donc moi, il faut en toute full disclosure, je suis ambassadeur à l'IA. C'est un des trucs qui a été créé par le gouvernement pour justement animer la communauté des gens. Donc tout le monde s'intéresse. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne voudra pas te rencontrer si tu ne parles pas d'IA. Si tu veux des budgets et vendre quelque chose dans l'IT d'une entreprise, s'il n'y a pas écrit AI dessus, tu n'es même pas reçu. C'est pour ça d'ailleurs que les boîtes de SaaS sont en train de souffrir. C'est que même si on en a terriblement besoin de logiciels de comptabilité, s'il n'y a pas d'IA dedans, tu fais rien. Alors il y a eu deux vagues. Il y a eu une première qui a été finalement un faux départ. C'est Microsoft, là, avec Copilot, a introduit ou a donné l'impression à l'ensemble des entreprises qu'en introduisant Copilot, ils introduisaient l'IA. Et ça a créé un double effet. Hein. On avait sa suite Office et à côté on avait Copilot qui allait nous ranger nos mails. Et on a bien vu d'ailleurs avec l'accord avec OpenAI que ça a créé une sorte en France comme partout dans le monde, ça a créé une sorte d'ambiguïté. C'est que tout d'un coup l'IA est devenue Copilot parce que Madame Michu, elle ne comprend pas vraiment la différence. Quelqu'un, il utilise Copilot et puis ça marche pas très très bien. Quand on regarde ce que fait Copilot par rapport à ce que peut faire Claude, etc. Donc il y a eu un... Alors ça s'améliore, mais c'est vrai que c'est moins... c'est resté un petit peu en décalage. Et donc quelque part, ce qui fait peur, d'abord il faut voir que les boîtes françaises n'ont jamais été des early adopters. Vraiment jamais. On n'essaye jamais les nouvelles technologies avant tout le monde. La France est un pays absolument horrible pour un créateur de start-up de ce point de vue-là en termes de risque d'innovation. Les gens sont averses au risque. Deuxièmement, les problématiques qu'ont les entreprises françaises malheureusement en ce moment, elles sont plutôt liées à la réduction des coûts, aux problématiques de l'environnement économique qui est extrêmement dégradé. On a une augmentation du taux de défaillance des entreprises. Donc quelque part, c'est quand même pas une période propice à
notamment dans les PME, à investir massivement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse différence entre les grosses entreprises multinationales exposées aux marchés internationaux qui, elles, investissent massivement dans l'IA parce qu'elles sont confrontées à la concurrence internationale. Puis après, il y a les PME, on va dire, de services qui, elles, sont dans une sorte de truc très fragile, qui a été fragilisé depuis le Covid et qui continuent à avoir du mal, ne serait-ce qu'à rembourser leur PGE, et qui n'arrivent même pas à sortir la tête de l'eau. Et si on leur parle d'IA, ils disent oui, mais t'es bien comment je paye déjà les salaires et comment parfois, quand on leur parle d'IA, de façon éthique, dont on a parlé tout à l'heure, de suppression d'emploi, c'est dire oui, moi si je mets ça et que. Et il y a une peur auprès des collaborateurs. Et après, il y a une peur qui est réelle, c'est qu'effectivement, l'IA va être destructeur d'emplois et que la France réagit en général très mal à ce genre de prédiction. Augustin. Ouais, moi, si je peux juste rajouter ce que vous avez dit, c'est parce que l'Europe a un retard réglementaire. Dans le sens, en fait, il faut se débarrasser notamment de l'AI Act. Et RGPD, il y a du bon avec tout ce qui est consentement de data, gestion de data, etc. Mais le reste, en fait, non seulement c'est un coût dans nos startups, c'est un coût pour que nos sociétés se modernisent. Et c'est vrai que c'est intéressant. Nous, on a un souscripteur, c'est un gros corpo français. Et en fait, il nous dit que chaque fois qu'on lui propose des startups, on lui dit tu devrais essayer cette startup. Franchement, nous, ça nous permet d'économiser 1 heure par jour là-dessus. Et en fait, il te dit je peux le faire à titre perso, mais à titre pro, en fait, j'ai pas le droit. Et c'est même pas un monde où, en fait, il pourrait le faire sur parler à son boss, au CTO, dire bon allez, on va essayer de mettre ça et dans 6, 12 mois, machin. Mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est souvent des startups qui viennent des États-Unis, qui se contrefoutent de tout ce qui est réglementation à la noix en Europe. Et en fait, ça ne marchera pas. En fait, ils ne peuvent pas légalement adopter certaines innovations qui viennent des États-Unis. Et c'est malheureux parce qu'en fait, on se retrouve avec des travailleurs qui le font sur le côté, mais la boîte ne peut pas le faire. Et qui le font sur le côté en plus avec plutôt des plateformes américaines en plus. Ah ben oui, c'est. Précisément, là, tu prends le point de vue d'une grosse boîte française qui tente d'utiliser une solution américaine, mais prends le point de vue d'une start-up française. Il s'avère que je lance une activité sur l'IA depuis 3 mois en lançant une start-up en France. La première question qu'on se pose, c'est la régulation. Comment allons-nous faire pour être capable de prouver qu'on répond à l'AI Act et à la RGPD ? Vous vous rendez compte que quand on lance une boîte aujourd'hui en France, dans l'IA, la première chose qu'on se pose comme question, avant même de s'interroger sur le marché, avant même de s'interroger sur la levée de fonds, c'est parce que c'est une question de pérennité. Si jamais on prend un mauvais pli, potentiellement, on se met en risque. Et c'est des risques conséquents. Et je ne vous dis pas les factures d'avocats qui vont avec, évidemment. Donc, on a un énorme problème. On se tire une balle dans le pied pour les grands groupes, tu l'as dit, sur l'adoption d'outils, mais aussi pour les startups et pour les PME. C'est ce que dit cette étude, en tout cas. Complètement. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une étude qui est sortie sur Twitter là, d'un gars qui montrait qu'aux États-Unis, les 2 nationalités qui créent le plus de licornes par rapport au nombre d'immigrés qui habitent aux États-Unis, le premier, c'est les Israéliens. Je crois que c'est genre pour un Américain, il y a 162. Enfin, les Israéliens, genre, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est les Français. Et en fait, c'est marrant parce que moi, ça me désespère de voir ce génie français dans l'entrepreneuriat. Je ne sais plus qui de vous deux disait. Ah oui, c'est toi qui disais que les Français, en fait, mettent du temps à adopter les technologies. Et en fait, je pense que les Français, ils ont envie d'adopter les technologies rapidement aujourd'hui. Et malheureusement, on ne leur laisse pas. C'est un peu ce que toi, tu disais. Et en fait, tu as des génies qui partent aux États-Unis, monter des boîtes, et ça crée de la richesse que les Américains bénéficient et pas les Européens. Dans l'échange que j'ai eu avec mon bot, avec mon robot là, cet après-midi, il me disait sur ce sujet-là, le problème principal, il est ni technologique ni culturel, il est réglementaire. Oui. Ça rejoignait ce que je disais. À Shenzhen, les Français sont aussi très très forts ils sont à fond. Oui. Dès lors que tu leur enlèves de la régulation, ils entreprennent comme ça. Et vous voyez, on se dit ça aujourd'hui. En fait, on a le constat devant nous. Et qu'est-ce qui se passe là à la Commission européenne ? Est-ce qu'il y en a un qui est en train de parler ? Il faut démonter les AI qui a été monté par quelqu'un. Enfin, il y a personne, il y a rien. Là, on a eu. D'ailleurs, tu pourras regarder ça sur YouTube. C'était la semaine dernière. Arthur Mensch entendu en commission parlementaire par 3 personnes. 3 personnes. Hein. Alors, il a beaucoup écouté sur YouTube. Alors, ça a été beaucoup écouté sur YouTube. Donc, au moins, c'est sorti, mais je pense par la communauté. Mais par contre, c'est vrai qu'on aurait aimé voir plus de députés qui soient présents. Compétents en plus. Compétents. Ouais. Parce qu'il y a eu 2-3 questions qui étaient un petit peu. On parlait, vos data centers, ils doivent se déployer, alors que sur des terrains sur lesquels on faisait pousser des betteraves, il y avait un côté écologique. Bon. Non, mais
on en est là. Mais Arthur Mensch, il l'a dit clairement. Il a dit à un moment, il ne faut pas se leurrer. Si on a cette réglementation qui continue, on n'y arrivera pas. Il dit on a 2 ans. Ouais. En plus, si on ne réagit pas dans 2 ans, c'est terminé. Non, regardez, là, il y a le Digital Omnibus pour le RGPD. Bon, franchement, le RGPD, c'est bon, c'est passé, quoi. Ce qu'il faut vraiment supprimer, c'est l'AI Act et redonner un coup de boost à l'innovation européenne dans l'IA. Mais je pense, enfin moi ensuite je suis pas bon en politique, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait aucun mouvement en ce moment. Non mais la problématique qu'on rencontre sur ces sujets-là, c'est que nous on voit ça d'un œil français. Sur la vie privée et sur la protection de la donnée, les plus ayatollahs sont les Allemands qui contrôlent les cordons de la bourse et qui en Europe. Quelque part aujourd'hui, le problème c'est que les spécialités des entreprises sont différentes, les compétences sont différentes. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de consensus. C'est très difficile d'obtenir un consensus en Europe. Ouais. Quand on en trouve un, la problématique, c'est encore plus difficile de le défaire. Et on en a trouvé un il y a 2-3 ans, quand les AI Act a émergé contre le risque des plateformes américaines. Il a mis 3 ans à sortir et il est aujourd'hui en train de réguler une réalité qui a totalement changé. C'est le constat qu'on faisait au tout début sur la régulation américaine. On ne peut pas réguler avec des moyens interétatiques, avec 25 personnes, avec une logique de consensus, des technologies qui mettent, elles, moins d'1 seconde à se développer, alors qu'il faut 3 ans pour faire une loi. Et puis quand Arthur Mensch se met dans la position du patron de Mistral et qu'il explique comment s'installer dans chacun de ces pays, il faut ouvrir des comptes en banque à chaque fois, enfin, c'est pareil. Juste un petit mot d'ailleurs, un petit peu. Jeudi soir, ici même, sur ce plateau Tech & Co, nous aurons Guillaume Lample, l'un des 3 cofondateurs de Mistral AI, parce que Mistral AI fait sa grande journée jeudi, journée complète. Alors il y a plein de gens de Mistral qui parlent, mais il y a aussi des Patrick Pouyanné, des Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM et patron de CMA Média, dont dépend, actionnaire principal de CMA Média, dont dépend BFM Business. Voilà, il y a aussi des grands patrons qui viennent parler, donc soyez bien là jeudi soir ici avec François. Fred, souvent, moi, quand je dis ça, on me dit t'es un pessimiste. Et en fait, non, moi, je pense que je suis un véritable optimiste. Et l'Europe, on a encore plein d'atouts. Moi, je considère que sur l'IA, en tout cas software, on a perdu. Et ça va être compliqué de revenir, en fait. Ça va être compliqué de rattraper les Américains et les Chinois. Et en fait, peut-être que c'est ce qu'il faut se dire. On a perdu, ok, c'est quoi le gros avantage qu'a l'Europe ? Le gros avantage, c'est l'industrie, et tous ces centres de recherche de l'innovation. Et en fait, on a notre carte à jouer sur le nouveau mot qui buzz aux États-Unis, le physical AI, l'intelligence artificielle physique. Donc en fait, j'ai envie de dire, ok, on a perdu cette guerre. Peut-être que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord non plus. Non, mais ça va être intéressant. Donc, ok, on peut gagner une guerre qui, je pense, est beaucoup plus rémunératrice pour les consommateurs et les actionnaires. Et on parlera de quantique. Donc, moi, je suis ultra optimiste. Voilà, le quantique, ça fait partie, aussi, le photonique. Mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on ait perdu sur ça. Mais tant mieux. Vas-y. Alors, moi, sur plusieurs sujets. D'abord, je suis dans le Edge AI, de l'industrial AI, et le problème, c'est pas tant les compétences que c'est les clients. Donc, en fait, on peut avoir toutes les compétences qu'on veut si on n'a pas de marché. Et un marché, c'est des clients qui sont prêts à payer. Et aujourd'hui, même les boîtes européennes efficaces dans l'industrie, alors je ne te parle pas de l'industrie automobile qui est en train de s'effondrer sur elle-même et qui a des tels problèmes, mais même ceux qui marchent bien, grosso modo, elles sont devenues des multinationales, elles vont acheter la technologie, non pas dans leur précaré. Alors Mistral est un peu une exception, mais elle est marginale au regard des investissements que font les grandes sociétés multinationales. Donc elles n'ont pas cette logique qu'ont les Japonais avec Toyota et son réseau d'écosystèmes. On a drivé l'ensemble de l'industrie autour des coûts depuis 25 ans pour rester compétitif. On a fait baisser les coûts. Puis on a des problèmes de standards, des machines qui parlent pas. Grosso modo, malheureusement, c'est pas la compétence qui manque, c'est le marché intérieur. Et il y a plein de raisons pour l'expliquer, mais on n'y arrive pas à privilégier le Buy European Act. On n'arrive pas à le faire parce que les Américains ont bien veillé à ce que le libre-échange s'applique surtout pas à eux et qu'il n'y ait pas de préférence européenne sur la plupart des achats. Il faut voir tous les débats qui ont lieu encore autour de ça. Small Business Act, il existe aux États-Unis, il n'existe toujours pas en Europe. Ça fait 25 ans que... je ne pense pas que les Américains soient les coupables, mais je pense que c'est plus la division européenne. Mais... Et puis donc sur le deuxième point, sur le logiciel, sur lequel, en fait, il faut qu'on ait une stratégie à la chinoise. C'est-à-dire quelque part, il ne faut pas dire qu'on est encore des grands. On doit rattraper, et pour rattraper, tous les coups sont permis. Il faut avoir une logique d'underdog pour aller récupérer. Et donc, c'est quoi nos armes ? Le savoir-faire mathématique, les algorithmes open source, l'énergie bon marché. L'énergie bon marché. Et donc, en fait, avec ça... Ce qui nous manque, c'est peut-être parfois la data aussi.
Non, elle existe la data. Par contre, la capacité de la manipuler, c'est-à-dire le cadre réglementaire. Mais si effectivement on considère encore l'Europe comme une grande puissance au même statut que la Chine et les États-Unis et qu'on essaie d'avoir des réglementations encore plus rigoureuses parce qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on a déjà 2 boulets aux 2 pieds. Michel ? Non, mais je suis d'accord avec Thomas. Je pense qu'aujourd'hui, on va en parler peut-être avec DeepSeek. Notre position, clairement, sur les modèles fondation, on est loin et on a perdu la bataille. C'est pas la peine d'y aller. Les Chinois sont en train de la gagner. Mais on est d'accord sur ce point. Sur l'énergie, on a des forces, mais malheureusement, la situation en Europe nous empêche en fait de déployer nos forces, notamment avec le nucléaire. Là, on est très fort, et c'est sur la couche intermédiaire et qui est liée aux applications, en fait. On est en train de rentrer dans l'ère des agents. Les agents vont changer radicalement la manière dont on va utiliser l'IA. L'IA va évidemment continuer à être utilisée pour générer du contenu, mais elle va surtout être utilisée pour nous aider à décider, pour nous aider à filtrer toute la matière qu'on a à traiter au quotidien. Et là, on a une carte à jouer parce qu'on a des cerveaux, on a des chercheurs, on a des ingénieurs que les Américains viennent nous prendre au passage. Bien sûr. Et pour ça, sur la partie applicative, donc software, qui va se baser sur des modèles open source, peut-être chinois d'ailleurs, et qui va aller chercher de l'énergie peu chère parce qu'on va avoir besoin d'inférences, donc on va avoir besoin de data center, donc on va avoir besoin d'énergie. On a encore des cartes à jouer, mais il faut qu'on arrête de réguler et qu'on dérégule et qu'on laisse les entrepreneurs travailler. Justement, tous ces éditeurs qui ont fait de la facturation électronique, qui ont fait des logiciels pour les RH et tout ça, c'est vrai qu'on a de belles pépites en France. Alors certains ont été rachetés. On est encore un peu fraises. Ouais, on est encore un petit peu fraises. Mais voilà, cette bascule sur l'IA. Juste un dernier mot sur cette étude-là, dont vous pourrez retrouver les chiffres sur Eurostat, qui disait qu'on manque aussi de compétences techniques, quand même, malgré tout. Risque de donner. Alors, je pense que je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été faite, mais aujourd'hui, avec les agents, on commence à ces compétences techniques. Enfin, on a plus besoin d'orchestrateurs techniciens. Et puis, il faut toujours ce côté formation. Et alors, je voulais qu'on parle d'un sujet très important. C'est un sujet sur la guerre des prix, dans le domaine IA. C'est une petite annonce un peu anodine qui passe dans un marché, un entrefilet. DeepSeek, donc le chinois DeepSeek, coupe les prix de 75% sur son modèle V4 Pro. 75% de réduction. Au début, on s'est dit, ils veulent accrocher plus de monde. Là, ça commence à poser de sérieuses questions parce que déjà qu'on s'interroge sur le business model à l'abonnement de tous ces acteurs. Là, on se dit que... Parce que Google avait déjà divisé par 2 aussi le prix de son... Oui. Alors, en fait, moi, j'ai une petite anecdote parce que j'ai été frappé par la difficulté à un moment donné due à Anthropic qui, du jour au lendemain, a arrêté d'autoriser l'usage de certains agents, en l'occurrence OpenClaw, avec leur modèle. Il s'avère que j'ai une start-up qui déploie des fermes d'OpenClaw, d'accord, en quelques clics, et qui utilisait jusqu'à présent Anthropic. Au moment même où Anthropic a arrêté d'autoriser l'usage d'OpenClaw avec ses modèles, les Chinois ont diffusé leur modèle open source à des prix ridicules, à tel point qu'il y en a plein. Il y a Kimi, il y a Qwen, il y a DeepSeek. Et derrière, on retrouve Qwen, c'est Alibaba. Exactement. Et qui sont hébergés, Tencent, Alibaba. Et qui sont hébergés soit à l'étranger, qui sont hébergés à Singapour, qui peuvent être hébergés aux États-Unis. Il y en a peu en Europe encore qui les hébergent, les derniers modèles, et qui sont surtout hébergés chez Alibaba à des prix dérisoires. Et quand je dis des prix dérisoires, c'est-à-dire qu'on atteint le niveau de qualité quand on utilise un agent comme OpenClaw de Opus 4.6 ou même 4.7, qui est le tout dernier modèle d'Anthropic, qui vaut en moyenne $15 le million de tokens. Ils le vendent $0,5 le million de tokens, DeepSeek. Donc c'est quasiment de la gratuité. On est à 30 fois moins cher. Juste un petit parallèle là-dessus. J'étais sur ce plateau le jour où DeepSeek a sorti son modèle R2, R1, je ne sais plus, un des premiers. Ça date, Et ça a été pour rappel, DeepSeek avait annoncé un modèle tout aussi performant, voire plus que celui de ChatGPT, sans puce Nvidia. Ils avaient dit qu'ils l'avaient... Alors, on a su qu'après, ils l'avaient un peu développé dessus, mais surtout, à un coût, nous, ça nous a coûté quelques millions, alors sans doute quelques dizaines de millions, mais comparé aux milliards, et du coup, l'action d'Nvidia avait plongé. Donc les gens s'étaient dit, l'action d'Nvidia avait plongé, est-ce qu'on a autant besoin de power, de puissance de calcul, etc.
Et en fait, c'était un peu le stress. Là, c'est marrant parce que c'est 30 fois moins cher. En fait, il y a le paradoxe de Jevons, le Jevons paradoxe. En fait, on a réalisé depuis que DeepSeek a sorti son modèle qu'en fait, l'utilisation de l'IA, elle est exponentielle. Et donc, c'est pas parce que le prix est baissé par 30, bon, c'est pas le prix est baissé par 30, que l'utilisation va baisser. Mais c'est assez intéressant parce qu'ils l'ont annoncé, personne ne flippe en fait. Il y a plusieurs phénomènes qui sont en train de se passer. La première chose, c'est que on sait quand même qu'aujourd'hui, tout l'utilisateur de l'IA, notamment des gros Américains, est sponsorisé massivement par le marché du capital, risque et bientôt boursier. Donc quelque part, on est tous à part Google et Microsoft qui ont des business models qui leur permettent de subventionner leurs besoins, les autres, et Meta, les autres sont tous à la recherche d'une certaine profitabilité. Donc ils ont deux stratégies. Première stratégie qui consiste à gagner de la part de marché et donc à faire en sorte qu'on ne paye pas le prix du token. Et la deuxième stratégie, c'est d'être le plus vite possible rentable pour pouvoir derrière avoir une position de soutenabilité de son modèle. On voit que OpenAI était quand même plutôt dans la partie part de marché quand la stratégie d'Anthropic a été de augmenter ses prix. Ce qu'on constate, c'est grâce à l'exponentielle de la demande, c'est qu'Anthropic maintenant est rentable. Donc quelque part, il y a un truc très très important qui vient de se passer, c'est que peut-être qu'OpenAI est encore la marque la plus connue, mais Anthropic est la première marque de l'AI at scale rentable, parce qu'on ne voit pas comment un Chinois peut être rentable, etc. Donc, et dans plusieurs domaines, les développeurs avec Claude... absolument. Mais ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien que maintenant, la stratégie d'Anthropic, au-delà de faire de la com, c'est quand même de gagner du pognon. Pour moi, qui les utilise très intensivement ces temps-ci, on voit bien qu'il y a même des tweaks où ils s'arrangent pour rendre le prix du token pas du tout clair. Comme la drogue. Exactement. Parce que quelque part, tu en as toujours besoin au moment où ça s'arrête. Il faut que tu reprennes un petit shot et c'est organisé pour te faire payer de plus en plus. Donc ça crée à la fois une grande opportunité de devenir actionnaire d'Anthropic, mais également une opportunité pour les Chinois de rentrer sur le marché. Sauf que on a cette côté addictif. C'est-à-dire quelque part, on en parlait tout à l'heure sur le switcher de Claude à OpenAI. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles qui sont basés sur Claude ou autre. J'ai peur quand je vais changer sur un modèle open source chinois est-ce que ça va marcher aussi bien, ça. Et cette peur, elle est d'autant plus grande que d'ailleurs, maintenant, j'ai construit un business sur Claude et sur OpenAI. Et donc, ils ont cette logique de stickiness de leur plateforme. Sur les Chinois, et en fait, ce qui est intéressant et que j'ai découvert un peu en creusant, c'est, en fait, on achète du cloud. On n'achète pas vraiment de l'IA. On n'achète pas du logiciel. Le logiciel, c'est quasiment gratuit. On achète de la puissance de calcul, donc on achète de la puissance dans un data center. Et donc, on ne se rend pas vraiment compte, et c'est homogène, entre le modèle qui existe et puis finalement la RTX, le truc NVIDIA qu'on achète et qui fait le modèle. Et donc, comme on ne comprend pas vraiment ce qu'on achète quand on achète du cloud, à part chez OpenAI ou chez Anthropic, et bien, en fait, quand les prix des Chinois baissent, la question c'est est-ce qu'on achète du cloud chinois ? Est-ce qu'on achète le modèle sur un cloud européen ? Et finalement, c'est la somme des deux, ça coûte combien ? Et en fait, ils sont dans leur stratégie industrielle qu'ils ont toujours eu quelque part. Et il va y avoir probablement des opportunités de faire des data centers en Europe avec des bundles avec des entreprises chinoises sur des modèles open source. Moi, c'est ce que je déploie aujourd'hui. Et ça coûte vraiment pas cher, je suis d'accord. Maintenant, on ne maîtrise pas encore bien tous les tenants. Pourquoi ils cassent brutalement les prix ? Est-ce que c'est une stratégie de dumping. Les Chinois ont toujours fait du dumping. Donc, ils distribuent massivement, quasiment gratuitement leur modèle, qui permet d'ailleurs aux Européens potentiellement de les héberger chez eux. Et à côté, ils font en sorte que tout le monde aille sur Alibaba parce que le token est très bas. Mais le problème, c'est qu'en Europe, et moi, pour mon business, j'ai cherché des entreprises françaises ou européennes qui hébergent les tout derniers modèles, comme DeepSeek ou Qwen. Mais aucun d'entre eux, je ne vais pas les citer sur ce plateau, mais j'ai fait le tour en France, aucun d'entre eux n'héberge les tout derniers modèles. Ils sont sur les vieux modèles R1 et R2 de DeepSeek. Et pourquoi ? Alors, il y a une autre raison à cela, c'est que pour faire tourner ces modèles DeepSeek, il faut des machines conséquentes. Il faut un B300 qui vaut $1 million la machine à minima, et puis il en faut plusieurs. Il faut du support technique aussi. Et donc, en fait, il faut de l'investissement, et ce n'est pas rentable. Clairement, ça n'est pas rentable. Ça veut dire que Alibaba fait aussi du dumping. Donc, on est dans une course où les Chinois sont en train de capter le marché, comme tu le disais, nous habituer à utiliser leurs outils, finir par avoir confiance aussi en leur modèle
et à un point où on va se dire, finalement, toute notre infrastructure potentiellement a basculé sur ces outils-là, il n'y a pas de raison que je change, d'autant qu'ils vont peut-être remonter les prix, mais ça va devenir tout de même quand même raisonnable et inférieur au prix des Américains, et ils auront probablement gagné la guerre. Ouais, mais tu connais beaucoup de boîtes corpo qui seraient prêtes à... Il n'y a aucune boîte française en européenne. Corpo, non. Mais non. C'est en fait le marché... Mais même en start-up, en fait. Tu peux rien vendre derrière. Mais parce que tu raisonnes B2B. Mais le marché des agents, aujourd'hui, il est aussi un marché B2C. Tu demandes à n'importe quel... Je te rappelle que 50% des Français ont basculé sur l'IA. Demain, l'enjeu, ça n'est pas ChatGPT, ça n'est pas Anthropic, ce sont des agents personnalisés. Donc, mais il y aura toujours le stigma c'est chinois, j'y touche pas. Le marché B2C, quand tu te retrouves avec des outils qui te gèrent ton quotidien, qui sont extrêmement puissants, qui coûtent quasiment rien, voire qui sont gratuits, va expliquer aux utilisateurs de ne pas les utiliser. Je pense que tu parlais de l'AI, je pense qu'on peut rebondir sur ça, c'est intéressant. C'est que, en fait, le mieux aujourd'hui pour faire de l'AI, comme tu viens de le décrire, d'ailleurs ça explose, c'est le Mac Mini qui héberge vos propres agents, le fameux OpenClaw. Et effectivement, c'est un très très bon deal. Ça coûte 500 000 euros, on prend des vieux Mac, ça marche très bien. Et donc, en fait, aujourd'hui, on va avoir les Chinois qui ont gagné la bataille du Edge AI. D'accord. Parce que c'est graphique. Donc, à part le graphique, le Edge AI, c'est vraiment ce que tu dis, l'IA générative à la maison. Et donc, ça, on va avoir de plus en plus de besoins pour des raisons de souveraineté. Et là, c'est les modèles open source chinois qui ont gagné. On aimerait bien que Mistral soit compétitif sur ça, mais ils ont du mal. Et en tout cas, ils sont rattrapés par les autres. Et donc, il y a un segment de marché que tu viens de décrire, qui est le segment marché IA consommateur, qui va de plus en plus être hébergé parce que les gens ont quand même peur que ça se passe sur du modèle chinois. Tu auras du modèle chinois sur du hardware américain hébergé à Paris. Si tu peux me permettre 30 secondes. En fait, Michel, le Mac Mini, l'option Mac Mini qui est à 1 000 euros, nous, c'est exactement ma startup. On crée des OpenClaw pour 10 euros par mois. C'est pas 1 000 euros par mois, mais 10 euros par mois. Et ça, c'est un marché B2C qui, à mon avis, va être massif, en tout cas, qui l'est déjà en Chine. Parce qu'on rappelle, en gros, on le disait tout à l'heure dans le couloir, donc le NVIDIA est là avec toutes les puces graphiques et leur environnement CUDA aussi, de développement. On a les Microsoft, Amazon, Google qui sont avec leur TPU. Et puis on commence alors à essayer de surnager un peu dans tout ça. Et puis c'est vrai qu'Apple a peut-être joué un sacré coup avec son silicone. Pour expliquer aux téléspectateurs, parce que ça fait un peu discours d'initié, Apple, il y a 10 ans, s'est mis à faire son propre semi-conducteur. Et ils ont eu une intuition de génie, on pourrait dire un coup de bol, c'est de faire en sorte que la mémoire qui est destinée à la partie graphique et la mémoire qui est destinée à la partie calcul soit partagée. Et donc, contrairement à un PC qui a d'un côté une carte NVIDIA pour faire du graphique et de l'autre côté un processeur Intel ou AMD pour faire tourner, et donc il y a deux processeurs qui ont chacun leur mémoire pour fonctionner, Apple a fait ce truc qui, aujourd'hui à l'ère de l'IA, permet de transformer n'importe quel produit Apple en une machine à faire de l'IA, tant qu'on ne fait pas de graphique, parce que là, NVIDIA reste le domaine. Ce qui veut dire que l'incontestabilité à long terme de NVIDIA est en train de se fragmenter entre le graphique, où ils sont irrattrapables, et le compute, qui, côté individuel, sera probablement géré par des machines Apple, comme on vient de le décrire, ou côté cloud, sera géré probablement par des TPU de Google. Est-ce que ça veut dire, tu disais les Chinois sont en train de faire du dumping, mais est-ce que là aussi, ils se disent, tiens, on va donner un sacré coup dans la fourmilière, et puis si on casse les prix, tu vois, Google a déjà divisé par 2, on va faire mal aussi aux acteurs. Bien sûr, ils sont en train de... c'est le jeu de la concurrence aujourd'hui, alors avec le delta des utilisateurs qui ne souhaitent pas basculer pour des raisons diverses et variées, éthiques, sur des solutions chinoises. Mais moi, je suis curieux de voir dans quelle mesure les modèles américains, OpenAI et Anthropic commençant à n'oublions être pas Google rentables, Gemini aussi. Google Gemini, qui a baissé radicalement leur prix, vont maintenir quand même leur marge. Je pense qu'Anthropic va avoir du mal à maintenir ses marges. Oui, un peu parce comme... que c'est les plus chers aujourd'hui du marché. T'as pas un monde, je sais pas si c'est la bonne analogie, mais aujourd'hui, tu as des gens qui achètent des iPhones et des Samsung, mais tu as des gens, ça leur dérange pas d'acheter des Oppo, par exemple, ou les marques chinoises. C'est une vraie analogie lointaine. Mais en fait... C'est pour ça que je parlais du marché B2C, c'est-à-dire et à partir du moment où elles se rendent compte que c'est cher, et qu'elles ont à peu près le même niveau de service, finalement. Oui, mais c'est une commoditisation, finalement, des modèles. Le modèle est en train de se commoditiser et on va construire au-dessus du modèle des couches qui vont être plus intelligentes. Et c'est là que les Français ont une carte à jouer. Parce que
en fait, il faut qu'on arrête de se battre sur les modèles fondations. On n'a plus les moyens de le faire. C'est vraiment sur les couches d'orchestration qui sont au-dessus et devenir agnostique. Si on veut utiliser du chinois, on utilise du chinois. Si après-demain, on veut utiliser une solution américaine, on utilisera une solution américaine. Mais on a encore une carte à jouer là-dessus. Messieurs, je ne sais plus quel sujet, c'était SpaceX dont tu avais parlé de ce sujet. Je vais dire à Julien Thébault qui nous suit, on va basculer juste sur le sujet de SpaceX là, pour les 5-6 minutes qui nous restent sur cette demi-heure-là, puis on va se retrouver juste après pour enchaîner sur d'autres sujets, parce que, pour la petite histoire, Augustin doit nous quitter dans une dizaine de minutes, on allait non mais du coup on t'écoute SpaceX, tu vois ça des États-Unis, enfin, c'est attendu comme la grande entrée en bourse. Alors SpaceX, il y a je crois qu'ils ont déposé le S1 ce week-end. Je pense sur Twitter, tout le monde voulait absolument lire le S1. Donc le S1, c'est le document qui peut faire 200 à 600 pages que tu déposes auprès de l'AMF américaine. Que fait ta boîte avant une cotation en bourse? C'est assez intéressant. Il y a des chiffres à l'intérieur qui sont intéressants. Et moi, le chiffre que je retiens, c'est marrant parce que, en fait, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Facebook devait être coté en bourse, tout le monde disait la boîte va valoir 100 milliards, il faut qu'elle vale 100 milliards. Et en fait, les gens ont commencé à s'intéresser aux chiffres. On dit non, mais ça ne peut pas valoir plus de 50 milliards. Et quand on y pense, Facebook s'est sorti en bourse à une valeur de 50 milliards. Qui était quand même plus rationnel par rapport à leurs chiffres. Je ne pourrais pas dire quel multiple de revenus ils avaient à l'époque. Là, je crois qu'on est sur une valo à plus de 1 trillion 500 milliards. Oui, il y a certains 1250. 1500 milliards. Certains disent que ça peut monter à 1700 milliards pour une entreprise qui fait 18,6 milliards de revenus, qui aujourd'hui est valorisée 2000 milliards à peu près. Et surtout, on apprend qu'elle perd alors c'est ça le chiffre. 1,5 milliard par trimestre. Je crois que l'année dernière, elle était profitable de 1 petit milliard. Et cette année, elle perd 5 milliards. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment le genre de boîte qui peut valoir autant? Mais c'est là aussi le génie d'Elon Musk, ensuite, et de son espèce de culte qu'il a créé derrière lui, qui arrive à convaincre des gens via Twitter, via X. En fait, mon SpaceX, il vaut 1 milliard 500 millions. Le dernier truc que je vais dire, 1500 milliards, c'est que mine de rien, derrière SpaceX, il y a quand même une histoire qui fait rêver les gens, un peu à l'Avatar. Et il y a beaucoup de gens qui achètent ce rêve. C'est la conquête de Mars, l'espèce humaine qui devient une... Juste un mot, comme tu es aux États-Unis là-bas, le côté Musk, secrétaire d'État de Donald Trump pour couper dans les coups, ça, c'est encore bien présent ou peu à peu ça c'est un peu... Non, je pense que les gens, moi de ma vue, les gens ont oublié en fait. Ouais. Ils sont revenus OK, on en retourne Elon Musk le génie. Ensuite, il y a toutes les thèses. Il y a beaucoup de Tesla à San Francisco. Derrière, il y a marqué j'ai acheté cette Tesla avant qu'Elon devienne fou. Mais bon, les gens apprécient cet homme en fait. Thomas. Ce qui est intéressant sur cette IPO, d'abord, c'était qu'elle est extrêmement nécessaire à l'ensemble de l'écosystème, puisqu'elle offre des perspectives de valorisation. Il y a mélangé plein de choses, mais il y a mélangé plein de monopoles ou de quasi-monopoles. Le premier monopole qui fait la beauté de ce truc-là, c'est le fameux Starlink. Ouais. C'est-à-dire, quelque part, il a créé... c'est le moteur quand tu lis le document, c'est le moteur de la croissance. Hein. Absolument. Oui, c'est le gros du chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est très profond. On ne se rend pas compte à quel point les opérateurs internationaux qui dictaient l'accès sont en train de se retrouver complètement marginalisés. Quand tu auras l'accès directement sur ton mobile. Donc, alors il y a encore un peu de temps, mais grosso modo, le monopole sur la connectivité globale, on l'a laissé Musk. On a laissé, c'est parce que c'est pas arrivé en un an, c'est arrivé en 20 ans avec l'argent et le sponsoring du gouvernement américain. On a laissé Musk privatiser l'espace. 2004 ou 2008, il a une grande conférence, il dit les gars, pas la peine de... Donc, je vous laisse parler, mais je sais pas si dans 15 ans. T'as vu la vidéo du patron d'Arianespace là, qui refait surface sur X, qui disait en 2013, SpaceX, ils sont gentils, ils nous font rêver, mais on peut ignorer. Voilà, donc ça, c'est dur. On a laissé, et il faut voir l'échec complet de l'Europe, qui avait les compétences spatiales, l'échec même des Boeing et des concurrents de Musk. Musk a réussi à privatiser l'espace à la barbe de tout le monde. C'est un coup de... un espace... privatiser l'espace, c'est beaucoup. Surtout from scratch. Oui. Donc, premier truc extraordinaire.
Deuxième truc extraordinaire, c'est l'intégration verticale. Parce que quelque part, XAI joue marginalement, mais c'est effectivement, il a le monopole, il a quasiment un quasi-monopole sur le lancement. Il n'y a que lui qui peut mettre. Donc là, on lui a mis un concurrent avec Bezos. Donc deuxième monopole, j'ai le monopole de l'espace et des vecteurs pour y aller. C'est quand même, si on regarde ce qu'on a laissé faire. Et le troisième truc, c'est sur. Il a créé, grâce à Tesla, l'argent de Tesla et une histoire qui a été très je protège la planète, un très très gros parc de compute. Et on voit que la croissance d'Anthropic, elle est rentable d'Anthropic, elle vient d'autant de ses utilisateurs que de la baisse de ses coûts d'hébergement grâce à la puissance de calcul que XAI est en train de fournir. Et donc on est en train de se penser que XAI, dont on pensait que c'était un opérateur concurrent des autres, en fait, XAI aujourd'hui, il est au service. Il est devenu ce que les cloud providers ou les telcos. Et donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a créé le telco du 21e siècle à la barbe et au nez de tout le monde, et on le laissait faire. On va marquer une courte pause, on va revenir sur ce sujet-là, hein, Michel, pour écouter tout ça. Merci Augustin de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous. On va te libérer, mais nous on va continuer le débat, parce que déjà je voudrais écouter Michel et redébattre sur ce sujet de SpaceX. On va parler ensuite de Nvidia, Nvidia qui investit dans Alice et Bob. Et puis tiens, si on a le temps, toute fin d'émission, vous aimiez la R5 électrique, vous avez apprécié la Twingo électrique, eh bien la 2 chevaux, la Dedush électrique, elle revient, et on va en parler avec nos amis. Restez avec nous, on est encore ensemble jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, on s'est quitté il y a un instant, parler de SpaceX, cette entrée en bourse incroyable a priori, en plus de 1200, plus de 1300 milliards de dollars qui seraient ainsi récoltés par SpaceX. Alors dedans, on y met, il y a du X, il y a vraiment toute l'entreprise. Michel, on t'a pas entendu sur ce sujet-là? Non, mais Thomas l'a dit, aujourd'hui, cette entreprise qui est en réalité un patchwork, regroupe à la fois de l'IA, avec XAI depuis février dernier, regroupe évidemment un opérateur, mais un opérateur telco de nouvelle génération, avec Starlink, et aussi évidemment des lanceurs. Et donc je t'interromps un instant, vous avez vu ce week-end le lanceur qui revient, mais pile au millimètre près. Il s'est planté dans l'océan. Ah non, celui-là s'est planté dans l'océan. Oui, pardon. Et Musk s'est amusé à retweeter tout de suite celui qui se plante. Ouais. Mais pourquoi en fait c'est une entreprise toute particulière? Parce que en réalité, c'est probablement une imbrication d'éléments souverains pour les Américains. En fait, c'est une entreprise de souveraineté américaine qui est mise en bourse. Et c'est probablement la première fois dans l'histoire qu'on voit ce type de mouvement. Ça n'est pas une entreprise comme une autre. Avec autant de puissance, autant de briques qui sont fondamentales, l'espace, l'IA et les télécommunications. Ouais. C'est une brique qui va toucher l'économie, la défense. C'est une entreprise souveraine américaine qui rentre en bourse. Donc, au-delà du rêve de SpaceX, c'est absolument fondamental. En plus, ça a été une entreprise qui a été très largement financée aussi par l'État. Donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit ce type de mouvement. J'avais exactement la même remarque. C'est-à-dire qu'effectivement, ce ne serait pas Trump, ce serait un démocrate. Ça ressemble à ce qui s'est passé avec la Standard Oil. Et on pourrait se demander si on ne devrait pas la nationaliser ou la splitter tellement, si elle délivre son business plan, sa puissance sur l'ensemble du monde deviendrait plus forte qu'un État. Enfin, ils ont l'économie d'un État, la valeur d'un État, et effectivement une gouvernance qui est un patron comme dans Les Méchants de James Bond. Et tu sais que Google a mis quelques milliards au départ dans SpaceX. Ils vont s'en sortir avec plus de 100 milliards de valeur au sein de SpaceX. Voilà ce qu'il fallait en dire. Oui, je me suis complètement planté dans l'image. Je vois encore en plus l'image où ça retombe pile dans l'océan. Moi, j'étais resté sur celle qu'on était en train de diffuser. Mais c'est vrai que il fait de ses échecs des succès, Musk. C'est fou. C'est-à-dire que le fait de voir une fusée se planter, d'abord, c'est pas que ça l'amuse, c'est qu'il
qui prouve au monde que l'échec fait partie de son processus et que c'est qu'une étape avant le succès. Non, puis moi j'ai un exemple là-dessus que l'on m'avait raconté. Quand les lanceurs revenaient, on disait qu'est-ce qui est compliqué pour les mettre en place. Puis il y en a un qui dit il y a un truc qui serait simple à mettre à remettre en route pour qu'elle soit opérationnelle plus vite. Il y a au moins une chose, ça doit être assez simple de le faire, c'est la peinture. Parce qu'on est obligé de repeindre le truc. Et il a dit très bien, vous me trouvez une... Et les types ont réussi à trouver une peinture avec des micros, des nanoparticules, des microbilles et tout ça. Ils se sont creusés la tête et du coup, ils la repeignent enfin pas en un seul coup de pinceau, c'est bien plus complexe, mais beaucoup plus rapidement que... Et amusant, c'est que quand j'étais chez Google, le rêve de Google X, c'était de faire ça. Et ils ont pas. C'est vrai que Google X c'était l'entité. Ils voulaient faire ça et ils n'y sont pas arrivés. On pourrait réfléchir à comment il y en a un qui y arrive, l'autre pas. Ce qu'il fallait être totalement non consensuel comme Elon Musk. Le soutien et le financement massif du complexe militaire-industriel américain pour ce truc-là. Il ne faut pas oublier qu'au départ, le pari de SpaceX, c'était de dire on va un peu dans une logique un peu réganienne, on va laisser le secteur privé faire mieux que la NASA pour mettre des. Et la NASA a accepté de financer quelque chose qui sortait du modèle. Peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à ça avec les... Il sort du modèle et c'est quelqu'un aussi, parce que j'en ai parlé l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui a créé une start-up il y a quelques années avec l'un des développeurs, l'un de ceux qui ont conçu le logiciel du lanceur qui revient. Et il m'expliquait, ce que lui avait expliqué cette personne-là avec qui il avait travaillé longuement, c'est que ce que sait faire aussi Elon Musk, c'est qu'il s'entoure des bonnes personnes au bon moment. Et nous, alors par fidélité, par différents... mais Musk, il n'a plus besoin de quelqu'un parce qu'il l'a aidé pour ce moment-là. Il dit, lui, il était très bien pour mettre en place ma logistique, tout ça. J'ai plus besoin de lui, merci, au revoir. Et il va passer à un autre qui va peut-être tenir 18 mois, parce qu'il en aura besoin pendant 18 mois. Ils disent que ça, c'est aussi l'un de ses secrets. On passe à un autre sujet, monsieur, j'aimerais bien qu'on parle à la toute fin de la note de Dush, mais on revient en France. NVIDIA, donc NVIDIA, c'est Jensen Huang. Jensen Huang qui croyait moyennement au quantique, il a pas mal rétropédalé dans le domaine. Eh bien, donc NVIDIA a investi dans des sociétés américaines de quantique, et là, ils viennent d'annoncer, alors on ne sait pas encore enfin, on ne connaît pas le montant, mais ils ont annoncé un investissement dans la start-up quantique que l'on connaît bien, Alice et Bob, qui est d'ailleurs à quelques pas d'ici du siège de BFM Business. Alors, ils travaillent sur des ordinateurs qubits avec supraconducteurs pour éviter, vous savez, il y a le zéro défaut, qu'il n'y ait pas d'erreur. Ils travaillent dessus toute la bande de Théo Pérodin. Et alors, ils ont déjà travaillé ensemble, ils avaient déjà travaillé sur CUDA-Q, qui est le système d'exploitation. Mais en tout cas, premier investissement de NVIDIA sur le quantique en Europe. Thomas ? Sur le quantique, on voit bien que NVIDIA elle est tellement leader dans son domaine qu'il est en train de se faire challenger sur la partie communitisée, comme on en discutait, des GPU qui va être liée au calcul et pas au graphique, que maintenant ils ont besoin de miser sur la technologie d'après. Et donc, comme n'importe quel investisseur avisé, il hedge, comme on dit, c'est Paris. Et donc, il y a une vingtaine de boîtes crédibles, dont une dizaine... 5 à 10 en France qui sont sur les mêmes sujets, avec différentes approches très différentes. Oui, il faut bien le dire, il n'y a pas qu'une seule approche pour le quantique. Sur le quantique, il n'y a pas un chemin. Il prépare d'ailleurs son entrée en bourse. Il y a Cordella, donc, grosso modo, on sait que dans le semi-conducteur, on sait dont fait partie NVIDIA, on sait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. On voit déjà des résultats. On ne sait pas combien de temps ça va prendre avant que ça soit. Mais quand je suis une boîte aussi grosse que NVIDIA, mettre 50 millions, 100 millions pour avoir une chance d'avoir un peu le côté comme Google, Elon Musk, pourquoi pas ? On est exactement dans ce genre de truc. C'est bien pour une start-up française parce que c'est une reconnaissance. Il y a le hardware et puis après, il y a le logiciel. On voit que dans le quantique se développe aussi vite le logiciel qui permet d'émuler les ordinateurs quantiques, même s'ils n'existent pas. Or, la partie logicielle, tu parlais tout à l'heure de CUDA, etc., la partie stack logiciel de NVIDIA, dans la valeur ajoutée, dans son monopole quasiment fait partie de sa barrière à l'entrée. Et donc, je pense qu'il joue à la fois sur la possibilité du hardware, la possibilité d'intégrer ça dans ses outils. Et puis, on rappelle un peu les 3 grands domaines sur lesquels va être le quantique. Le premier, le chiffrement. On parle souvent du chiffrement post-quantique, pour un chiffrement encore plus fort sur toutes nos données, sur toute cette partie sécurité. La partie optimisation, nous,
nous, pour reparler de CMA-CGM, ils ont investi de l'argent chez Pascal pour travailler sur comment on optimise les trajectoires des bateaux, justement, quand ils sont... Et puis la dernière partie, c'est la simulation. Tout un tas de simulations autour des médicaments, autour de tout un tas d'expériences scientifiques. Michel, comment tu vois ça? Enfin, évidemment, plutôt d'un bon oeil, je pense, de NVIDIA. C'est une très très bonne nouvelle pour l'écosystème français quantique. On a la chance d'avoir quand même un écosystème sur cette technologie qui est florissant. Il faut dire cocorico quand on a ce type d'annonce. C'est une très bonne chose. Et pour une fois, on n'a pas de problème de régulation là, je crois, sur le quantique. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on peut avancer sereinement. Je ne sais pas quel est le montant. Non, il n'a pas été dévoilé. Écoute, à vérifier. Dans le cadre de l'extension de la série B de 100 millions d'euros, donc a priori, ce serait une série B de l'ordre de 100 millions d'euros. Mais le ticket est tout petit pour NVIDIA. C'est rien du tout. Ils ont l'habitude de mettre des milliards d'investissements. Donc là, c'est pas grand-chose. Ils achètent un peu de futur. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'écosystème français, pour Pascal, pour Candela, pour Alice Bob, voilà, c'est une vraie chance. On a l'opportunité de créer une industrie du futur ici. Il faut pas la rater. Il faut aider ces boîtes, il faut les accompagner, il faut leur laisser du champ, il faut leur laisser le plus de liberté possible. Il ne faut surtout pas leur interdire, à mon avis, d'avoir des investisseurs étrangers. C'est très important qu'on ait aussi du cash qui arrive dans ces boîtes-là. Mistral, je reviens sur cette commission parlementaire, mais clairement, à un moment, il y a un député qui dit « Mais comment ça se fait? Tous les investisseurs sont américains et tout ça. » Non. Arthur Mensch lui dit vous savez, quand je suis allé chercher de l'argent, qui m'a répondu? C'est les Américains. D'abord, tous leurs investisseurs ne sont pas américains. Non, mais il a dit voilà, quand vous allez chercher de l'argent, les Américains, ils étaient là. Mais il ne faut pas bouder le fait d'être désirable. Au contraire. Plus on sera désirable, plus on aura des investissements étrangers, mieux ce sera pour la France et plus on attirera encore des investissements. C'est une erreur. Ça a été, dans les commissions d'enquête parlementaire, ça a été assez bien expliqué. Il y a une différence entre qui sont les investisseurs et qui sont les dirigeants et quelle est la nationalité d'entreprise. La plupart des boîtes cotées du CAC 40 sont détenus majoritairement par des capitaux étrangers. Mais on les considère comme des fonds de pension, des gens comme ça. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'on a une sorte de mélange des genres sur ces choses-là. Ce qui est très important, c'est de garder la souveraineté et de faire en sorte que c'est pas parce qu'on est actionnaire qu'on a le droit d'avoir accès à tous les secrets. Donc, je pense que c'est très, très bien. Sur le quantique, il y a 1,5 milliard de plans de l'État. Le plan d'Emmanuel Macron. Voilà. Annoncé, donc il y a de l'argent. Alors, mais 1,5 milliard, on regarde des 1000 milliards ou 2000 milliards, c'est une goutte, etc. Mais c'est encore une technologie qui n'est pas si chère à développer parce qu'on est dans les phases malheureusement ingrates de la R&D. Et donc, il faut juste faire attention. Et puis, il y a plusieurs voies qui sont explorées, on le répète. Donc, en fait, par rapport à ce que tu disais, il y a aussi une quatrième zone de quantique qui sont les capteurs quantiques. Oui, les capteurs. Et les capteurs quantiques, c'est probablement la partie qui va donner ses fruits les plus rapidement possible parce qu'on en a besoin dès aujourd'hui. On a déjà des preuves de l'efficacité. Les ordinateurs quantiques restent encore de la science-fiction. Au sens industriel du terme, mais on voit que ça avance. C'est très compliqué, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de l'informatique, c'est de l'électronique. Oui, mais je voudrais reboucler sur la stratégie chinoise qu'on pourrait éventuellement appliquer sur ce sujet du quantique. Les Chinois, quand ils ont décidé de devenir leader en robotique, ils n'ont pas du tout misé sur un acteur, comme nous on a pu le faire sur l'IA. Ils ont une logique très darwinienne, où ils investissent massivement, peut-être des petits tickets au départ sur plein d'acteurs, et au bout de quelques mois, eh bien, les acteurs qui n'arrivent pas, qui n'aboutissent pas à un résultat, meurent naturellement et remettent un ticket sur ceux qui fonctionnent. Et de cette manière, ils ont réussi à créer un écosystème, je crois, de 150 à 200 acteurs sur la robotique humanoïde en l'espace de quelques années à Shenzhen, et c'est un véritable succès. On pourrait faire la même chose, c'est-à-dire pouvoir investir, ne pas se focaliser sur 2 ou 3 acteurs, mais ouvrir l'écosystème et jouer la concurrence. Alors, il y a moins d'acteurs dans le quantique qu'il peut y avoir dans le robot, mais c'est ce qui se passe. À peu près une trentaine dans le quantique, mais par contre, les fonds qui sont dédiés au quantique
reste assez faible. Oui. C'est un effort qui est largement national, pas assez au niveau européen. Et on a quand même, c'est de le rapport Draghi, on a quand même un vrai problème pour amener de l'épargne européenne. Oui. L'épargne européenne, on se trompe, elle va aussi beaucoup investir dans Nvidia, parce que c'est banco. C'est plusieurs dizaines, j'allais dire. Oui, sauf que si on investissait early sur des boîtes qui ont beaucoup de potentiel, on aurait beaucoup plus de gains à terme. Non, parce que quand on discute avec les investisseurs, on peut aller jusqu'au bout de cette conversation que j'ai eue malheureusement assez souvent. Aujourd'hui, si on regarde la rentabilité du VC, donc le early, elle est très mauvaise, voire mauvaise. Donc en fait, le problème, c'est que on le fait pas parce que l'histoire ne nous a jamais donné raison dans le domaine. Donc en fait, on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y ait des Nvidia, des boîtes qui n'existaient pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans, comme OpenAI, et qui viennent... on ne sait pas en Europe créer ce genre de boîte. Et donc, en fait, comme on ne sait pas les créer, l'historique, c'est que les gens regardent l'histoire, voient que ça n'est jamais arrivé, et donc ne pensent pas qu'ils peuvent gagner au loto, et donc ils n'achètent pas de billets de loto. Eh bien justement, parlons d'histoire. Ce sera notre dernier sujet ce soir. La R5, voilà, qui est sortie, qui est plutôt un succès, je crois, pour Renault, la R5 électrique, bien entendu. C'est la mythique Citroën 2 chevaux qui va être relancée en version 100% électrique. Ça a été annoncé là par le patron du groupe Stellantis, la 2.2 électrique, alors qui coûtera quand même aux alentours de 15 000 euros, enfin entre 12 et 15 000 euros, mais enfin ça vient concurrencer la Twingo de chez Renault, ça va concurrencer, parce qu'évidemment les Chinois sont très présents, la BYD, la Dolphin de chez BYD. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa. Hein. C'est sympa d'imaginer qu'on aura une 2 chevaux électrique. On ne connaît pas encore son design, on a entendu. Non, on ne connaît pas son design. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie automobile européenne est en train de souffrir, va continuer à souffrir pour plein de raisons. Pour des raisons industrielles, mais fondamentalement... C'est une perte de 20 milliards d'euros en 2025. Bien sûr, face aux Chinois, c'est vraiment très dur. Mais en fait, fondamentalement, je pense qu'on se trompe d'époque. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai enjeu des acteurs chinois et des acteurs américains dans le monde de l'automobile, c'est quoi? C'est l'autonomie. C'est d'avoir, non pas des voitures, mais en réalité, des intelligences, des robots qui sont sur les routes. Et là, face à la stratégie de l'autonomie, nous, on a la stratégie de la nostalgie. Et ça, pour l'Europe, c'est encore une fois triste. Quand j'ai eu cette nouvelle, parce que je rentre de Shenzhen, où on est le royaume de la voiture électrique autonome, j'ai pensé à l'industrie horlogère, en fait. Quand l'Apple Watch est arrivé, l'industrie suisse, qui était historiquement dominante sur ce marché, s'est retrouvée au regard des volumes de l'électronique complètement dépassés. Et elle a su se réinventer sur un marché du luxe, semi-luxe, etc., de l'horlogerie traditionnelle, etc. On joue le vintage. Voilà, vintage. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Mercedes au salon de l'automobile de Pékin, qu'est-ce qu'il montrait? Il montrait des vieilles Mercedes. Et c'est exactement ça. Et donc, en fait, ce que tu dis. Il y a quelques semaines. Il y a une idée marketing qui est presque, malheureusement, le prix du renoncement. C'est comme on ne peut plus incarner la modernité, puisqu'on n'en a plus les moyens, on est obligé d'aller chercher ce qui reste accessible, et donc la marque garde la nostalgie. Et donc, le problème, c'est qu'il y a une contradiction stratégique. C'est-à-dire que la nostalgie, si je suis Rolls-Royce ou Ferrari et que je suis sur des petits volumes avec des gros prix de vente comme le luxe, et l'international, c'est rentable. Mais la nostalgie sur la 2 chevaux, après avoir vendu à 10 000 euros, il faut en vendre beaucoup. Et la nostalgie, c'est pas sûr que ce soit un marché de masse. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a une question... En plus, ça nous parle à nous, mais après, les gens... Voilà, il y a une question... la R5 fait un carton quand même. Hein. Ouais. Oui, mais elle est, je ne sais pas dans quelle mesure elle n'est pas quand même beaucoup aussi aidée. Faudrait regarder les chiffres des subventions de l'électrique. Mais moi, je reviens sur ce que tu dis, la stratégie. On disait souvent que les Chinois sont en train de passer... Nous, on est en train de réfléchir du thermique à l'électrique, quand les Chinois étaient déjà, on le disait il y a 3-4 ans, étaient en train de penser de la voiture électrique à la voiture intelligente. Voilà, on était dans deux marchés complètement différents. Et moi, c'est ce que je regrette un peu quand je vois les patrons de l'automobile aujourd'hui, c'est qu'on est encore... Alors, ils ont un legacy, ils ont des usines encore, tout
ça à préserver encore un peu, comme ils le peuvent. Mais je trouve qu'on a passé. C'est sympa, je suis d'accord avec toi, la stratégie de la nostalgie, très bien. Mais je trouve que là, quand j'avais vu la nomination du nouveau patron de Stellantis, là, je me disais, oui, c'est bien, c'est un gars qui connaît parfaitement le réseau de distribution, le monde de la voiture et tout ça. Mais je ne sais pas s'il aurait fallu nommer avec lui quelqu'un qui a une vision, pas un Elon Musk. Pour discuter, parce que j'étais en Corée, comme tu l'as dit, et donc en Corée, c'est un des endroits où ils ont réussi à maintenir un écosystème de fabricants mondialement contre les Chinois. Maintenant, on n'a plus que 2 choix sur l'Europe. C'est soit accepter que le déclassement, on fera de la petite voiture légère qui est nostalgique, soit, et c'est un libéral qui te le dit, il va falloir qu'on augmente très fortement les droits de douane pour donner du temps à notre industrie de s'adapter. Aujourd'hui, sans droits de douane, tous ces produits sont subscale et pas à haut niveau, si on peut tester du BYD vendu en Chine à Shenzhen aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas laisser les Européens les essayer parce que après, ils ne voudront plus racheter du Peugeot. Eh bien, messieurs, rendez-vous en octobre, en tout cas, pour découvrir cette Dodoche électrique. On y sera certainement avec Tech & Co, parce qu'on est passionnés aussi de ces voitures électriques, ces voitures intelligentes. Ben, on leur retrouvera. Merci à tous les deux, tous les trois. Salut Augustin Seyer, cofondateur d'OVNI, un détour ici entre 2 vols entre les États-Unis ici pour venir sur ce plateau de Tech & Co. Thomas Serval, CEO de Barracoda, et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Messieurs, à très bientôt. On se retrouve demain, même heure, même endroit. C'est François Sorel qui sera là, mais je crois que je serai pas loin d'ici pour aller continuer à commenter cette actualité passionnante. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.